va accueillir la table suivante qui pose qui pose autrement la question et qui pose la question de comment va Loire. Et on invite pour cela deux personnes avec qui j'ai vraiment plaisir à discuter. Donc Catherine Boineau, qu'on a déjà entendue dans les deuxièmes auditions vers le Parlement de Loire, et puis Pierre Kaluzny, qui nous vient de la Loire amont, entre la Loire moyenne et la Loire amont, qui nous vient de Nevers. Et puis je vais participer à l'animation de cette table ronde avec eux, donc si vous voulez bien rejoindre la table ronde. Donc comment va Loire ? C'est une vaste question. Alors oui, Catherine, comme ça on découvre ton visage. Donc Catherine Boineau, je vais vous tutoyer tous les deux parce que j'ai le plaisir de vous connaître pour différentes activités qu'on a pu avoir ensemble il y a maintenant parfois longtemps. Mais Catherine Boineau, tu es enseignante-chercheuse en écologie des cours d'eau et biologie des populations à l'Université de Tours. Et tu connais particulièrement la question des poissons, même si tu sais aussi beaucoup d'autres choses sur la vie du cours d'eau. Et Pierre Kaluzny, tu es ingénieur et tu es, alors attends, que je ne me trompe pas, président du comité Loire Vivante, Nièvre, Allier et Cher, donc qui justement nous emmène un peu plus vers la Loire amont, chose qu'on n'a pas encore énormément faite. Alors justement, l'idée c'était de commencer par questionner comment va Loire, en présentant en fait comment on sait comment va Loire, comment on peut parler de cet être-là. Est-ce que, Catherine, tu veux bien commencer par nous donner des éléments de compréhension de comment on peut regarder Loire et comment on peut s'interroger sur sa santé ? Avec ton micro. Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un grand plaisir d'être là. C'est une question très très difficile et il faut être nombreux, je crois, pour essayer d'y répondre. On avait souhaité tous les trois peut-être reposer certains éléments, mais dans les présentations de ce matin et puis dans la première de cet après-midi, il y a plein de choses qui viennent d'être posées. Donc on va passer sur le bassin versant. Je pense que tout le monde maintenant a bien compris que c'était vraiment quelque chose de très important et qu'on ne peut pas penser Loire ou n'importe quel autre cours d'eau, que ce soit Rhin, Elbe, Tage, peu importe, sans le remettre là-dedans. On en a parlé aussi beaucoup ce matin, il y a toujours une interdépendance. Et ça, nous les humains, on a vraiment trop tendance à l'oublier. Donc, bassin versant, c'est un peu notre cocon pour le cours d'eau. C'est ce qui va construire finalement Loire. Loire, c'est quoi ? C'est aussi la résultante de tout ce qui provient de ce bassin versant. Donc qui dit résultante pour l'eau, mais aussi pour tout ce qui circule dans l'eau, les sédiments, les éléments dissous, l'azote, le phosphore, le calcium, dont les organismes vivants ont besoin. Nous, les humains, on en a ajouté un peu, beaucoup, ça dépend de certains. Il y a aussi le transport de la matière organique. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui et ces derniers temps. La matière organique, mais c'est fondamental aussi dans le fonctionnement de notre cours d'eau. La matière organique, ça va être les gros troncs d'arbres qui tombent dans l'eau, qui vont servir d'habitat à plein d'espèces. L'éponge qu'elle a vue, notre chère archéologue, elles adorent les troncs d'arbres. Et puis, vous avez des tout petits éléments, des feuilles. Vous avez des fragments de feuilles. Ça, c'est aussi fondamental pour la construction de notre écosystème. Et puis, notre dernier élément, c'est toute la vie qui est dedans. Et, alors je vais parler comme une scientifique, bien sûr, après, voilà. C'est pas organisé au hasard, il y a une hiérarchie entre les choses. Les phénomènes physiques,
c'est les plus importants. C'est ceux qui vont être en fait à la fois le moteur et puis le gouvernail. Hein. Et parmi ceux-là, c'est l'hydrologie, l'alternance de hautes et de basses eaux. C'est ça qui va, on en a entendu parler ce matin, qui va faire la diversité de tout ce qu'on observe dans le cours d'eau. Une crue, ça peut vous arracher un bout d'île, mais en même temps, quelques kilomètres plus loin, ça va commencer à en recréer une. Hein. Ça va faire tomber un grand arbre qui a 100 ans. Mais en même temps, ça va promener les minuscules graines qui vont refaire des jolis petits peupliers noirs dans quelques semaines. Ils vont être grands comme ça, puis au bout de quelques mois, ils vont être grands comme ça. Donc, on a une dimension spatiale très très importante et une dimension temporelle. Et cette dimension temporelle, elle est gérée, on va dire, à l'échelle du cycle de l'eau, enfin du cycle hydrologique. Alors certes à l'échelle annuelle, mais aussi à l'échelle des temps, on va dire longs et très longs, hein, à l'échelle des temps géologiques. Sur l'échelle spatiale, il me semble que tu racontes l'histoire des 3 dimensions des mouvements hydrauliques. Oui, alors la plus évidente pour tout le monde, c'est l'eau, ça passe de l'amont vers l'aval. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le longitudinal. Mais vous savez que quand on sort des zones de montagne, nos cours d'eau, ils sont installés dans la plaine alluviale. Donc souvent, ça se traduit d'un coteau à l'autre, qui peut être plus ou moins marqué. Ça, c'est en fait un vaste espace que les ancêtres de Loire qu'on connaît maintenant ont creusé, et c'est un endroit d'accumulation des sédiments. Quand il y a une crue, notre Loire, elle va sortir de son lit, plus ou moins, puis elle va s'étaler sur la plaine alluviale. Donc elle va transporter des choses, des animaux, des plantes, des graines, de la feuille, etc. Donc ça va être la dimension latérale. Et puis on a aussi des échanges qui vont se faire à la verticale. Vous avez les interactions, les échanges entre l'air et la surface de l'eau. Et puis cette eau, elle circule. Nous, on voit quoi? On voit ce qu'il y a dans les chenaux en eau. Mais il faut savoir qu'il y a toute une masse d'eau qui circule aussi dans cette plaine alluviale. Donc on a aussi des échanges qui vont se faire à la verticale. Donc voilà les 3 dimensions spatiales. Merci. Et donc, tu terminais donc par la question du fonctionnement hydrologique qui entraîne des flux sédimentaires, qui pose la question de la qualité de l'eau, qui organise ensuite la qualité de l'eau, et du coup on peut voir aussi des questions biologiques, de diversité des espèces. Tout ça, c'est le fonctionnement du fleuve. Oui, tout à fait. C'est l'interdépendance. Hein. On en a beaucoup parlé ce matin, plus vu du côté des humains, hein, mais on a une interdépendance entre ces processus physiques, chimiques et biologiques. Hein. Et même s'il y a une certaine hiérarchie, par exemple, les arbres qui sont bien implantés sur une île, eh bien, ils vont modifier les processus physiques. Un arbre qui est face au courant, eh bien, il va créer des modifications du courant, et du coup, il va faire des nouveaux habitats différents. Hein. J'ai la grande chance d'aller dans l'eau. Et c'est fabuleux, on découvre un nouveau monde. Eh bien, vous avez des trous énormes derrière les tas d'arbres. Ben voilà encore une interdépendance entre les sédiments, l'eau et puis nos arbres. Merci beaucoup Catherine pour cette présentation un peu générique, mais pour bien comprendre l'enjeu de ce dont nous parlons. Et alors Pierre, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments justement de cette santé du fleuve, et notamment peut-être avec une perspective un peu historique? Est-ce que voilà, on a vu des changements sur ces différents éléments-là? Alors c'est une question très vaste là aussi. Peut-être que tu choisiras quelques exemples. Alors, peut-être un petit préambule quand même pour rappeler que il y a eu beaucoup de discussions intellectuelles, etc., qui sont nécessaires aujourd'hui. Je dirais que nous, on a plutôt les mains dans le cambouis. Hein, on est un peu terre à terre. On est face effectivement aux rivières et aux problèmes qui se posent à ces rivières. Alors peut-être un rappel un peu historique, hein, parce que il y a beaucoup de gens un peu jeunes ici et qui font que
il y a des choses qui se sont passées il y a 30 ans. Bon, moi, je suis arrivé dans cette association Loire Vivante Nièvre à Liéchère, hein, qui dans les années 90. Bon, à l'époque, on avait constitué tout un réseau d'antennes Loire Vivante tout au long du fleuve pour combattre un grand projet d'aménagement de façon à réguler les crues et éradiquer en gros les crues sur la Loire et ses affluents, donc avec des barrages comme à Serre de la Fare, le barrage du Veur, le barrage sur le Cher à Chambonchard. Bon, alors après plusieurs, je dirais une bonne dizaine d'années de lutte, on a réussi à faire abandonner ces barrages. Bon, à l'époque, effectivement, eh bien, il y avait déjà des ZAD, il y a eu effectivement se rendre sur le terrain. Simplement, la pression policière était certainement moins pernicieuse et moins dure. La brutalité policière était certainement moins dure à l'époque. Voilà. Alors, certaines de ces antennes ont disparu, hein, c'est le cas de celle de Tours. Et puis d'autres perdurent, donc SOS Loire Vivante avec Roberto qui est là ce matin. Et nous, donc on est aux confins de 3 régions, 3 départements. Moi j'habite dans le Cher, hein, je passe la Loire, je suis dans Bourgogne en Nièvre, je fais 15 km, je suis en Auvergne dans l'Allier. Et puis on est aussi aux confins de Loire différentes, hein, puisque d'un côté, on est au confluent de la Loire et de l'Allier, donc on a une rivière superbe qui est l'Allier, on a la Loire qui un petit peu entre une Loire qui coule en plaine alluviale, mais qui est déjà à la fin d'être un torrent de montagne. Et puis après le bec d'Allier, eh bien, c'est la Loire moyenne, un peu comme presque on va la connaître ici, qui est enchâssée entre 2 murs, 2 levées à partir du bec d'Allier. Elle est vraiment emmurée jusqu'à presque l'estuaire. Voilà. Donc on veille au bon fonctionnement de la dynamique fluviale. Peut-être pour rappeler effectivement ce que disait Catherine, eh ben, nous on milite pour que la rivière ait un espace de divagation le plus large possible. Et en disant ben, c'est aux hommes de s'écarter, laissons passer la rivière. Donc ça c'est sa dimension effectivement latérale. Il faut aussi que cette rivière puisse faire ses méandres. Elle puisse remanier son lit, donc c'est aussi sa dimension verticale, et puis qu'elle puisse écouler sur des billes liquides, sur des billes solides, hein, puisqu'elle transporte des sédiments, et faire aussi qu'elle puisse, avec cette dynamique fluviale, épurer ses eaux, faire que effectivement les écosystèmes fonctionnent avec des bras secondaires, etc. Donc on protège les zones humides, on prévoit l'altération des caractères naturels des milieux aquatiques. On milite pour la préservation des crues, hein, qui sont nécessaires à la vie des fleuves. Bien sûr, on s'oppose effectivement à tout aménagement susceptible d'impacter cette dynamique fluviale. Voilà, peut-être un peu pour situer les choses. Donc, je dirais qu'on est vraiment dans ces aspects-là et on veille effectivement à ce que les décisions publiques, des collectivités, de l'État, etc., n'entachent pas ce bon fonctionnement de la rivière. Alors, ça c'est la théorie, parce qu'en réalité, on se prend des claques tous les jours. Alors, où en est la Loire aujourd'hui? Je dirais, il y a des choses intéressantes, puisque après notre combat, qui était celui de dire, voilà, comment on occupe les zones inondables d'un fleuve comme la Loire et ses affluents. Donc on a lancé un grand débat. C'était pas effectivement en faisant des aménagements, c'est bien en se posant la question de comment fonctionnait le fleuve et qu'est-ce qu'on avait besoin. Donc à partir de là, se sont créés des plans de prévision des risques d'inondation qui limitent l'occupation des zones inondables ou qui imposent des contraintes dans les zones inondables. Et puis arrive tout doucement maintenant un peu ce débat aussi autour de la diminution de la vulnérabilité des habitats en zone inondable, de façon à ce qu'on apprenne à vivre avec des crues, hein, et ne pas subir bêtement les inondations. Alors des avancées aussi, puisqu'on voit au niveau de la faune, on voit le retour chez nous, hein, de la loutre, on a le castor, les cigognes qui arrivent, les balbuzards aussi qui reviennent. On a vu aussi, on a réussi un peu sur l'Allier à ce que le barrage de Poutès, un barrage hydroélectrique, eh bien, il y ait une révision de ce barrage de façon où on laisse passer la rivière Allier, qui a un débit suffisant pour faire passer les poissons. Vous voyez, parce qu'avant, c'était des contraintes, il fallait que les poissons prennent, et notamment le saumon, pour ce qui en reste, prennent l'ascenseur pour remonter la rivière. Donc c'était complètement idiot, mais il y avait des gens pour dire que c'était bien.
Alors, où en est l'état des eaux? Bon, c'est pareil, hein. Alors, c'est très variable selon les endroits du bassin, selon les rivières, selon qu'on est plus en amont, en aval, etc., selon effectivement les usages agricoles, industriels du lieu. Mais je dirais globalement, selon l'agence de l'eau, donc aujourd'hui, il y a à peine 25% des eaux du bassin qui sont en bon état écologique. Hein, c'est-à-dire qui ont un bon état biologique, un bon état chimique, etc. Ce sont un certain nombre de critères qui est assez long à élaborer. Enfin, il y a beaucoup de critères qui élaborent tout ça. Donc ça veut dire que normalement, avec la directive cadre, là, on aurait dû être à 100% de bon état écologique. Donc depuis les années 2000, ça fait plus de 20 ans qu'on a mis en œuvre cette directive, on n'en est encore qu'à 25%. Donc on voit très bien le chemin qui reste à parcourir. Les nappes souterraines sont effectivement peut-être un petit peu en meilleur état, mais en fait 78% des cours d'eau sont dégradés par leur aspect biologique. 98% des cours d'eau sont pollués par les pesticides. Il y a des traces de pesticides partout. On est dans une pollution chimique généralisée. Et puis, maintenant arrivent effectivement ces micropolluants, hein, puisque on voit les médicaments. En gros, la Loire, c'est un réceptacle. Hein, on a parlé de bassin versant, donc quelque part, c'est un peu ce qui réceptionne tout ça. Donc, il y a l'avantage, c'est qu'il y a quand même des pluies qui lavent, mais il y a quand même des choses qui s'accumulent, des choses plus ou moins toxiques. Je disais maintenant, il y a les nanomatériaux, il y a les micropolluants, ne serait-ce que tous les vêtements qui sont plus ou moins synthétiques, eh bien, ces microparticules de plastique vont s'accumuler dans l'eau, véhiculer dans l'eau, s'accumuler dans la nappe alluviale. Pour l'instant, on ne sait pas faire grand-chose. Je parlerai du nucléaire. Hein. Le nucléaire, on a l'impression que les centrales, c'est propre. Il y a des rejets extrêmement importants. Vous avez peut-être vu ce petit tract qui a été distribué. Celle de Belleville, par exemple, c'est 88 tonnes de produits chimiques qui sont déversés chaque année. Là, moi, il est indiqué un certain nombre de rejets. Moi, là, c'est marqué 13 tonnes de cuivre. Moi, j'avais participé à des enquêtes publiques sur celle de Belleville. Donc, on est plutôt à l'ordre de 20 tonnes de cuivre rejetées dans la nappe chaque année, 11 tonnes de zinc, des produits radioactifs. Après, il y a un certain nombre de produits. Là, je passe sur la liste parce que. Voilà, donc l'état de la Loire, quelquefois on peut être un petit peu optimiste, mais je dirais qu'aujourd'hui la situation est quand même assez grave. Moi, je pense que il est temps vraiment de se lever là, parce que c'est important. Alors il y a des problèmes de morphologie aussi. Le lit qui a évolué. Extraction de granulats extrêmement importante à partir des années de fin de la guerre, avec vraiment des constructions, etc. On a fait du béton à tout va. Ce qui fait qu'on a beaucoup extrait dans le lit mineur de la Loire, dans cette partie où l'eau coule. Et puis on a abaissé le niveau de la rivière un peu partout. Au Bec d'Allier, c'est 1,50 m, mais ailleurs, ça peut descendre à plusieurs mètres. Ce qui fait que... Si je peux me permettre, ça a pu, en moyenne, du Bec d'Allier jusqu'à Nantes, c'est 2 mètres en moyenne, et ça peut aller jusqu'à 8 mètres à certains endroits. Alors ça a pour conséquence d'abaisser la nappe, donc c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins d'eau dans la nappe alluviale. La nappe alluviale, c'est comme une éponge sur laquelle coule la rivière, mais cette éponge, elle est gorgée d'eau. Donc si vous faites un trou dans l'éponge, en fait, il y a moins d'eau dans l'éponge, et donc globalement, il y a moins de ressources en eau. Donc ce qui fait que l'hiver, généralement, quand il y a des crues, c'est les rivières qui rechargent la nappe, et puis l'été, aux étiages, c'est la nappe qui recharge la rivière. Donc ce qui fait que aujourd'hui, comme on a moins d'eau dans les nappes, il y a moins d'eau en été, et on est dans cette spirale. Spirale d'autant plus inquiétante parce que l'eau est gorgée de nitrates dus aux engrais chimiques, de phosphate, et donc c'est un véritable engrais. Donc en fait, il suffit qu'à un endroit les sables, les grèves se libèrent pour que tout de suite la végétation soit là. Donc la Loire, qui, dès qu'il y avait une petite crue, dès qu'il y avait un petit coup d'eau, pouvait occuper son lit, pouvait redivaguer, etc., dans ses chenaux secondaires, aujourd'hui n'a plus cette possibilité parce qu'elle est déjà abaissée dans son lit, et en plus elle est
maintenue dans ses verges par la végétation, par de gros arbres, etc. Et ce qui fait qu'elle a tendance, parce qu'elle doit dissiper son énergie en arrachant des granulats, elle le fait par le fond. Ce qui fait qu'on a un phénomène qui s'accentue de chenalisation et qui est extrêmement grave pour la ressource en eau et pour la qualité de l'eau qu'on peut en tirer. Et puis en fait sur le fonctionnement même de l'écosystème Loire. Voilà. Donc, on voit bien là, pardon Catherine, mais on voit bien là la complexité en fait de tout ce que tu évoques, Pierre. On reviendra un petit peu après sur les signes. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter. Pierre vient de parler des nitrates, il vous a expliqué finalement qu'est-ce que ça générait, on va dire, pour des végétaux terrestres. Moi, je voudrais rajouter juste des petits éléments sur les végétaux aquatiques. Les nitrates, ils sont utilisés pour aider, stimuler la pousse des plantes en milieu terrestre. Mais ça reste toujours des engrais pour les plantes. Et si on a des algues, les algues, elles vont consommer les nitrates, comme le maïs ou autre. Et du coup, on se retrouve, depuis quelques années, avec des sortes de marées vertes dans la rivière. On ne s'en rend pas compte parce qu'on ne le voit pas. Il n'y a pas alternance de hautes eaux et de basses eaux 2 fois par jour. Mais si vous faites bien attention, pas trop cette année, parce qu'on a des conditions environnementales un peu différentes. Mais l'an dernier, au fur et à mesure que le niveau descendait, on se retrouvait avec des portions de sable complètement recouvertes d'algues vertes filamenteuses. Et puis, justement, quand vous descendez dedans, vous voyez des flocons, plus ou moins gros, d'algues vertes filamenteuses. Toutes ces algues vertes, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont emmenées, elles continuent. Et elles arrivent où? Dans l'estuaire, d'accord? Et dans l'estuaire, puisqu'on n'en a pas encore parlé non plus, il n'y a pas un mélange immédiat eau douce, eau salée. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et puis, ces algues vertes, elles vont à un moment mourir. Et pour que leur dégradation, cycle de la matière organique, se mette en route, vous avez tout un tas de bactéries et de champignons qui vont les consommer. Mais pour dégrader, ils ont besoin d'oxygène. Ce qui fait qu'à certains moments dans l'estuaire de la Loire, vous avez des niveaux d'oxygène qui sont tellement faibles que les poissons, et ils n'ont même pas besoin d'être spécialement migrateurs, ils ne peuvent pas survivre. Donc on a des grosses mortalités. Donc imaginez, vous faites, allez, on va être sympa, 60 cm de long. Ok, vous avez besoin de traverser l'estuaire. À certains moments, on a eu jusqu'à 30 km où, dans la masse d'eau, il n'y avait que 3 mg d'oxygène. Moi, les 3 mg, en général, on est très très mal. Donc vous faites 50 cm, vous avez 30 km à faire. Bonjour, êtes-vous capable de faire 30 km en apnée? Comme ça, en courant? Non. Merci Catherine. Alors justement, on s'est beaucoup posé la question tout au long de ces auditions, comment finalement on pouvait apprendre à mieux lire le fleuve. On voit bien que vous êtes à la fois, vous avez une qualité de regard, une qualité d'observation qui est très particulière et qui est le fruit d'expériences, de recherches, etc., d'une expérience vécue aussi. Si on voulait tous nous aider à mieux lire le fleuve, est-ce que vous auriez comme ça des idées de signaux comment la Loire parle, comment Loire parle, et comment on pourrait comprendre un peu mieux ce qu'elle nous dit en observant le fleuve? Est-ce qu'on a certains exemples de santé, de mauvaise santé ou de bonne santé que l'on peut... Alors l'un ou l'autre? Oui, je vais reparler un peu de ce que j'ai dit. L'exemple typique de la mauvaise santé, c'est la chenalisation. Là où, il y a quelques années, par exemple, sur la réserve de la Charité-sur-Loire, où le fleuve arrivait à faire peut-être 1 km de large, au maximum, on pouvait pêcher à certains endroits. Là, maintenant, il faut faire 500 mètres plus loin pour arriver à trouver de l'eau. Donc on s'aperçoit que là, ce fleuve n'est plus un fleuve sur plaine alluviale. Alors, je ne sais pas si ça rentre dans ta question, mais je souhaiterais peut-être évoquer, nous, les questions qui se posent, nous, en tant qu'association, les dossiers sur lesquels on travaille. Par exemple, vous avez tous entendu parler du Grand Paris, des Jeux Olympiques. Et donc là, on coule beaucoup de béton. Et ce béton, où est-ce qu'on va chercher le sable? Chez nous, il y a des carrières qui s'ouvrent.
une carrière, là, pas très loin. À terme, c'est 6 millions de tonnes de sable. Et ben, qu'est-ce qu'on va faire quand on aura fait ce grand trou dans la nappe alluviale de Loire? Et ben, on le remblaye. Et qu'est-ce qu'on fait? Les déchets d'extraction des tunnels du Grand Paris, ils finissent dans la nappe de Loire. Donc, quand on sait que ça contient beaucoup de sulfate et qu'il y a beaucoup de terres polluées, c'est ce que nous disent Bouygues et Fage, inévitablement, on voit ce que nous prépare pour les années à venir. Ça, c'est un combat que vous menez en ce moment même. C'est un combat qu'on mène en ce moment. Donc, on a attaqué un arrêté préfectoral qui autorise le remblaiement de la carrière à 6 millions de tonnes. Donc, ici, il y a une autre carrière qui s'est ouverte là, dans l'année, 120 hectares, pareil, dans la nappe de Loire. Donc, il y a vraiment un appel d'air là pour le Grand Paris, un projet IO que malheureusement nos hauts fonctionnaires ont mis en œuvre. Pendant ce temps-là, les villes moyennes se meurent. Bon, ça c'est un autre problème. Des questions qui se posent, c'est l'agriculture intensive ou industrielle, je dirais maintenant, puisque là sur la rivière Allier, qui est une superbe rivière qui, il y a une dizaine d'années, avait fait l'objet d'un parc national zone humide à l'issue du Grenelle, mais malheureusement, il y a un des ministres influents auvergnats du président Sarkozy qui a vite liquidé le projet. Donc aujourd'hui, il y a une forte pression pour l'extension du maïs irrigué. Donc là, on a aussi un recours au tribunal pour empêcher le retournement de terre. Là, ça marche par dizaines et centaines d'hectares. Retournement de terre en Natura 2000 sur les bords d'une rivière magnifique qui aurait pu faire l'objet d'un parc national zone humide. Donc on est en train d'attaquer ces arrêtés pour arrêter l'extension de l'agriculture industrielle. Bon, alors je ne vous citerai pas les pollutions par les usines chimiques. Une autre usine chimique a déversé des centaines de tonnes de produits chimiques dans un affluent de la Loire, là, pas loin du Morvan. On ne sait même pas quels sont les produits chimiques qui ont été déversés, mais enfin, je peux vous dire que les poissons, eux, ils n'ont pas apprécié. Et justement, pour continuer là dans ce que tu es en train de nous dire, on avait parlé justement, par exemple, des plantes, du développement des plantes en bord de Loire qui peuvent, comme tu l'évoquais tout à l'heure, Catherine, réagir aux fertilisants. Et donc, on peut se dire, quand on se promène sur la Loire à vélo, par exemple, tiens, c'est magnifique, il y a plein de fleurs, c'est très, très, très végétalisé, donc c'est une rivière en bonne santé. En fait, c'est plutôt un signe inverse, c'est-à-dire c'est le signe d'une pollution de l'eau. Alors, c'est bien qu'il y ait une ripisylve, c'est-à-dire une forêt alluviale, parce que, ça a toujours existé, donc ça permet effectivement aussi d'épurer la nappe. Mais quand elle prend trop d'importance, ça pose problème. Alors, quand on parle de végétation, je dirais qu'il y a la végétation autochtone qui est là, intéressante, avec les peupliers, les saules, etc. Et puis on voit de plus en plus aussi une végétation invasive du style renouée du Japon, Jussie, qui viennent notamment pour la Jussie bloquer effectivement la vie aquatique, et puis pour la renouer complètement colonisée et là aussi anéantir les écosystèmes qui sont proches. Et Catherine, je crois que tu avais aussi un exemple à propos du brochet, un exemple plus lié à la vie biologique. Alors complètement en lien avec l'enfoncement du lit dont nous a parlé Pierre, le fait qu'on ait extrait énormément de sédiments, 7 fois plus que ce qu'il en arrivait naturellement, donc le lit s'est enfoncé. C'est assez simple à comprendre. Vous imaginez, vous avez une baignoire. Votre baignoire, vous la remplissez de sable et puis vous faites couler un peu d'eau. Alors vous imaginez que ce n'est pas celle dans laquelle vous prenez votre bain, il y a un endroit où l'eau peut encore sortir. Bon, et puis vous ajoutez dans votre baignoire une louche de sable, c'est ce qui arrive par l'amont. Et en même temps, vous en enlevez 7, d'accord ? Donc qu'est-ce qui se passe ? Le niveau dans la baignoire, il diminue. Donc c'est ce que Pierre expliquait tout à l'heure. Et ça, du coup, si votre niveau dans la baignoire il diminue, ça veut dire que la plaine alluviale, là où le fleuve s'étend pendant ses crues, c'est de moins en moins inondé. Donc ça fait des habitats qui vont disparaître ou se stabiliser par justement l'intervention de ces végétaux. Donc, conséquence,
si c'est de moins en moins en eau, c'est de moins en moins emprunté, utilisé par les poissons. Et celui qui en a presque le plus pâti, pour nous, c'est notre prédateur, on va dire, ouest européen, c'est le brochet. Parce que le brochet, il a besoin de végétaux type prairies inondables pour se reproduire. Et il faut que ça dure au moins 2 mois, l'inondation de ces espaces-là. Et il faut qu'il y ait un minimum de 20 cm à 1 mètre de haut. Donc si notre lit il s'enfonce, tous ces espaces-là, ils sont plus ou de moins en moins en eau. Donc du coup, notre brochet, les populations se sont effondrées. Pour vous donner un exemple, sur le Rhône, parce qu'il faut quand même qu'on sorte un petit peu aussi de chez nous, simplement les travaux d'endiguement, ça a asséché donc les bras secondaires des éléments de la plaine alluviale, et on a entre 1850 et 1960, donc presque 110 ans, réduit de 80% les zones humides comme ça. Voilà, ça parle tout seul. Est-ce que vous aviez d'autres... Oui. Moi, je dirais que se prépare la guerre de l'eau. Alors, on voit très bien qu'il y a de plus en plus de prélèvements pour l'agriculture industrielle. Un tourniquet, c'est 80 mètres cubeurs. Donc, vous pouvez imaginer le nombre de tourniquets pour le maïs qui servent à nourrir le cochon breton, bien Ce que tu appelles le tourniquet, c'est ce qui sert à arroser, c'est ça? Voilà, ce qui sert à arroser les maïs. Donc, il y en a des milliers. Et donc, un département comme la Nièvre qui n'a pas beaucoup de maïs, et même là, en été, il faut plus d'eau pour le maïs qu'il n'en faut pour alimenter en eau potable toute la population. Les départements limitrophes de la Loire sont de plus en plus, la Loire est de plus en plus sollicitée pour abreuver les gens en eau potable, puisque les départements voient leurs eaux largement polluées, et donc au lieu de faire tout pour que les puits de captage soient remis en état, qu'on retrouve de l'eau potable ci ou là dans les campagnes, l'ARS dit fermons le puits ou gardons-le, mais on va interconnecter les réseaux d'eau pour des questions de sécurité, et progressivement on va chercher de l'eau dans la Loire. Donc la ville de Bourges va tirer 50 km de canalisation, 2/3 du département du Cher sont alimentés par la Loire. L'Allier, c'est pareil, plus de 2/3 alimentés directement dans la nappe de l'Allier. Donc là, on voit qu'on a une fragilité de l'approvisionnement en eau pour la population. Et puis, par ailleurs, on a le concept aussi qui est avancé par la FNSEA de dire « Ah, mais les rivières, elles coulent pour rien l'hiver. Il va falloir prendre cette eau-là parce qu'elle ne sert à rien pour récupérer cette eau-là pour pouvoir alimenter notre maïs en été. » Donc, par exemple, un projet de la Chambre d'agriculture de la Nièvre, c'est d'installer des milliers d'hectares de panneaux photovoltaïques. Avec l'argent de la compensation agricole de ces panneaux photovoltaïques, la Chambre d'agriculture dit on va créer des bassines, c'est-à-dire qu'on va créer des réserves artificielles en pompant dans les nappes l'hiver pour garder cette eau-là dans des réserves artificielles, donc soustraire l'eau aux rivières qui voient déjà leurs écosystèmes abîmés, comme on l'expliquait tout à l'heure, parce que effectivement les crues ne sont plus assez fortes. Et donc on va prélever cette eau-là pour continuer à faire de l'irrigation de cultures industrielles pour alimenter ensuite, bien sûr, maintenant les méthaniseurs, etc. Donc vous voyez, on rentre dans un cycle complètement infernal. Et je peux vous dire un des derniers projets là sur le photovoltaïque, soi-disant énergie renouvelable. Donc on a 75 hectares de terre là qui vont être installés en panneaux. On laisse 8 mètres des rangées de 8 mètres entre les panneaux. Là-dessus, on va faire du foin qu'on va faire sécher avec des panneaux solaires qui sont fabriqués avec du charbon chinois. Donc ça, c'est la transition énergétique qu'on nous prépare aujourd'hui, avec effectivement un bilan énergétique complètement débile, puisqu'en fait, il n'y a aucune analyse là-dessus. Donc voilà un petit peu l'industrialisation du territoire qui
je dirais, des territoires comme les nôtres, où on a l'impression d'être dans des campagnes tranquilles, où en fait on produit du minerai à la fois pour l'industrie agroalimentaire, pour l'industrie du BTP, pour diverses industries chimiques et autres. Là, oui, ça a été très vite, hein, ton raisonnement, donc je ne sais pas si tout le monde a suivi, mais en tout cas, ce sont des sujets passionnants c'était très clair, mais je veux dire, heureusement que je connaissais un peu le sujet. Je laisse, effectivement, on peut, je ne sais pas si on a oui, du temps, non, mais moi merci. Sinon je peux en tout cas, l'expliquer plus en détail, mais c'est vrai que je renvoie les gens à retravailler ces sujets, parce que c'est vraiment des menaces très fortes qui pèsent sur la Loire. Hein. On peut effectivement s'interroger, donner une personnalité. Moi, je trouve que ce serait important, d'un point de vue juridique, qu'on ait effectivement des outils, parce qu'aujourd'hui, le Code de l'environnement, qui a été détricoté depuis maintenant une douzaine d'années, depuis le Grenelle, il est en train de complètement se défiler. Nous, associations, nous appuyons sur ces aspects juridiques pour effectivement combattre les projets, mais aujourd'hui, les préfets ont des tas de possibilités de dérogation à ce droit, ce qui fait que finalement, on a très très mal. Et l'issue des recours que l'on a, c'est vraiment de la loterie, quoi. Alors bien sûr, on fait quand même des petites manifs. Je veux dire, on n'arrive pas beaucoup à mobiliser pour l'environnement. Hein. C'est vrai qu'on est des poignées, on est quelques Indiens sauvages, finalement, à essayer de se dire, bon, à un moment donné, c'est vrai qu'on s'arroge le droit de dire, stop, là, il ne faut pas nuire. Je veux dire, d'abord, il ne faut pas nuire. Et là, il y a des moments où nous, on considère qu'on va nuire à l'écosystème Loire et on dit, voilà, stop, et on se lève et on dit non, et là, il ne faut pas que vous y alliez, monsieur le préfet, parce que les préfets distribuent un peu ces droits de prendre et d'exploiter finalement les écosystèmes à des entreprises, à des agriculteurs, etc. Donc nous, on se dresse pour dire à un moment donné, stop, là, il ne faut pas aller plus loin. Merci beaucoup. Là, tu as en plus évoqué effectivement la pression de logique industrielle nationale ou plus vaste encore qui font subir à tout l'hydrosystème que tu nous as présenté, Catherine, de très très lourdes... donc si on pose la question, on va terminer là-dessus, si on pose la question est-ce que la Loire elle crie, est-ce que Loire crie, est-ce que la Loire est en bonne santé, la réponse est clairement non, et les pressions sont de plus en plus, en tout cas moi dans ce que tu expliques aussi, et c'est pour ça que je disais, j'espère que ça a été clair pour tout le monde, c'est que c'est assez invisible en fait, ce sont beaucoup de logiques invisibles. Les bassines, c'est dans le sol ou c'est au-dessus du sol? C'est au-dessus du sol, c'est des réserves artificielles avec dans les exploitations bâches. Oui, c'est ça va se faire sur les hauteurs ou à côté des bassins, je veux dire, ou même dans le limageur de certaines rivières. Hein, on va créer des bassins artificiels avec des grandes bâches plastiques sur plusieurs hectares, de façon à avoir de l'eau. Alors, il faut imaginer que l'été, il y aura de fortes évaporations aussi de cette eau, donc on gaspille l'eau d'une manière infernale. Les carrières dont tu parles, elles sont dans le limageur, elles sont comblées par les déchets du Grand Paris de manière invisible. Enfin, c'est une pollution à venir. Ça se voit pas, c'est des pollutions à venir. On rejette ça sur les générations futures. Voilà, tout ça tranquillement. Au nom de grands concepts intéressants, c'est-à-dire de l'économie circulaire, on va nous parler de valorisation. Là, je veux dire, quand on enfuit des déchets du BTP, les extractions du Grand Paris, on nous rétorque qu'on fait de la valorisation. Hein. Donc, concept qu'il faut manier, qu'il faut regarder de beaucoup plus près. Et alors, il nous reste 3 minutes pour essayer de conclure sur quelques idées, même si ce sont des idées très, très fortes, mais parce que là, on laisse le public dans une perspective peu réjouissante. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer, voire même d'une certaine manière guérir, même si on le voulait, les grands gestes que vous préconiseriez l'un et l'autre pour améliorer la santé du fleuve? Moi, je dirais il faut que les gens se lèvent, il faut que les gens prennent conscience, qu'ils apprennent à connaître ces problèmes-là, et qu'à un moment donné, ça part de la base, dire ça part des gens. Donc, est-ce que les gens ont un esprit ligérien? Est-ce qu'ils se sentent ligériens? S'ils se sentent en accord avec le fleuve, si ça leur fait mal ce qui se passe actuellement,
je dirais il faut qu'ils se lèvent et qu'ils disent stop, nous on ne veut pas de ça. Et je dirais que ça part de là, parce que sinon les élus, ils suivent la majorité des gens, l'administration suit les élus, suit les industriels avant tout, mais après suit aussi les élus. Hein. Donc je pense qu'il y a ça d'abord à créer, cet état d'esprit, cette relève un petit peu dans l'esprit ligérien pour connaître les rivières et se battre pour elles. Et toi, Catherine, des idées ? Je pense on se rejoint complètement. D'abord, essayer de bien comprendre comment ça fonctionne et sortir, ça a déjà été dit beaucoup ce matin, mais de notre logique de asservissement et consommateur. Essayer prendre un peu du recul et puis essayer de le faire, nous, dans notre vie quotidienne. Faire attention à la quantité d'eau qu'on va utiliser, faire attention à la quantité d'énergie qu'on va consommer. Des petites choses, peut-être c'est ridicule, mais je me dis on est des millions. Alors si à des millions on fait des petites choses, ça finira par faire une grosse chose quand même un jour ou l'autre. Et si on veut faire une grosse chose, on pourrait détruire les digues par exemple. On avait parlé de ça hier soir. Moi je parlais aussi de grands gestes comme ça. Oui, ça serait un geste symbolique. Alors c'est tout l'enjeu effectivement aujourd'hui sur la protection des zones inondables, des habitats. C'est-à-dire qu'on peut faire des protections rapprochées lorsqu'il y a des enjeux importants. Et puis par ailleurs, il faut trouver des zones d'expansion de crues. Comme la Loire est vraiment emmurée à partir du bec d'Allier quasiment jusqu'à son estuaire, il y a des tas d'endroits, je dirais, symboliques où il faudrait faire sauter des levées, faire sauter des digues et libérer le fleuve. Voilà. Alors, oui, puis je crois qu'il y a une chose Pardon, excusez-moi, parce qu'il y a un autre problème très important qu'on n'a pas parlé, c'est l'hydroélectricité qui est en train d'arriver et là aussi de bousiller nos rivières. Pardon, excuse-moi. Il y a une chose à laquelle il faut qu'on soit très vigilant, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est les bassines. Franchement, il faut refuser ce système-là de bassines parce que c'est un pillage de la ressource en eau au profit d'une production qui n'est pas viable et complètement au détriment de toute la vie et tout le fonctionnement de nos cours d'eau. Oui, alors quand je parlais qu'on est dans une guerre de l'eau, elle est vraiment là, la guerre de l'eau. Hein. Je veux dire, en région Rhône-Alpes-Auvergne, maintenant c'est clair que les gens, la FNSEA locale, elle dit il faut recréer des barrages pour avoir de l'eau. Hein. Je veux dire, ce qu'on avait réussi à gagner dans les années 90-2000, aujourd'hui, c'est remis sur le tapis. La lutte continue. Est-ce qu'on aura les forces, je veux dire aujourd'hui, forces citoyennes, de se lever pour faire ça? Je ne sais pas. Et ça, je dirais qu'il faudrait... C'est pour ça que peut-être un Parlement de Loire, des assemblées de Loire dans les territoires, pourrait être... Parce que quand on est à Nevers, quand on est à Moulins, le Parlement de Loire, les assemblées de Loire, c'est loin, c'est Théorix, etc. Les voir venir et qu'on crée ce genre de débat localement, peut-être aussi ça amènerait à changer les choses, à faire prendre conscience aux gens de la fragilité de nos rivières. Malheureusement, on doit conclure parce qu'on a déjà... alors, il y a une question de la part de Camille. Il faudra une réponse, on verra, si possible courte. Camille ? D'abord, merci beaucoup pour vos paroles. Je voulais vous soumettre un petit scénario d'anticipation, de rêverie justement institutionnelle, très rapidement, parce que ça a été très très souvent discuté au fil des auditions et on a toujours un peu mis ça à l'écart. Depuis ce matin, on entend des paroles et il y a aussi notre affaire à tous qui sont des bénévoles. Il y a des mondes associatifs qui sont fragiles financièrement. Vous parlez de mouvements citoyens ou de riverains en fait qui sont aussi très fragiles. Et ce qui s'est jamais vraiment discuté, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Donc je vous soumets ce scénario. Il y a une personnalité juridique de Loire. Cette personnalité juridique touche des dommages et intérêts sur des atteintes, mais également elle touche des revenus sur l'usage qu'on a du fleuve. Et statutairement, la personnalité juridique est dessinée de telle manière que l'argent est utilisable pour aider les mouvements de défense du fleuve, pour aider les mouvements citoyens, pour rémunérer des avocats, pour défendre les intérêts du fleuve. Est-ce que ce scénario vous convient
Est-ce que vous pensez qu'il pourrait aider, ou est-ce que vous pensez qu'il faut rester dans cette logique d'un côté des intérêts d'argent qui sont très puissants du fait même de l'argent, et de l'autre des fragilités riveraines, des fragilités citoyennes qui reposent sur du bénévolat? Alors, je dissocierais peut-être la personnalisation juridique de la Loire du fait de financiariser la conservation de la nature. Et moi, je ne sais pas, il y a eu des paroles ce matin là-dessus que j'ai trouvé intéressantes. Moi, j'irais vraiment, je n'ai pas creusé vraiment le sujet, mais je pense que comme ça, sans trop y réfléchir, je serais plutôt un avis défavorable à la financiarisation de la nature, même si ça doit rapporter à des associations. Parce que quelque part, moi je me dis en tant qu'association, si tout allait bien, j'ai vocation à dissoudre l'association et à faire autre chose. On n'est pas là spécialement pour maintenir et être un lobby de plus, etc. Je dirais après tout, si les forces économiques, etc., qui interviennent, tout était raisonnable et se passait bien, à la limite, on n'a pas besoin de nous. Vous voyez, je ne sais pas. J'ai pas assez creusé la question. Mais d'emblée, comme ça, la financiarisation, je suis un peu en retrait. Merci. Catherine ? Une autre question de votre part, madame ? Moi, je voulais juste poser la question du nucléaire sur le bord de la Loire. Vous avez mis en garde contre le développement de l'hydraulique, mais qu'est-ce qui se passe avec le réchauffement des eaux au niveau des centrales? Oui, vous en avez parlé aujourd'hui? Je sais pas là. Là où on n'a pas parlé du réchauffement des eaux par rapport aux centrales, il y a un réchauffement de l'eau d'une manière générale. Il y a différentes personnes qui ont travaillé là-dessus. Il faut compter qu'en moyenne, depuis les années 1970, en moyenne sur l'année, l'eau a augmenté, la température de l'eau a augmenté de 2 degrés. Je ne saurais pas trop dire par rapport aux centrales parce que je ne connais pas bien les histoires de réglementation puisqu'il y a des différentiels de température à respecter entre l'eau du rejet et l'eau du cours d'eau. Donc ça, je ne suis pas à l'aise pour pouvoir vous répondre. Là où je peux apporter des éléments, c'est que ce réchauffement de l'eau, il génère déjà des modifications dans les périodes de reproduction de tout un tas d'espèces, dont les poissons. On n'oublie pas une chose, nous, on est des êtres, entre guillemets, à sang chaud. Mais la très grande majorité des êtres vivants sur la planète, ils sont complètement dépendants de la température. Et on s'est rendu compte que les poissons peuvent, certains migrateurs, rentrer un peu plus tôt, puisque réchauffement de l'eau du cours d'eau, mais aussi un petit peu en milieu marin. Donc ils vont rentrer un peu plus tôt dans le cours d'eau. Mais comme ça se réchauffe plus vite en fin de printemps qu'au début de printemps, eh bien, surviennent par exemple des seuils qui sont des seuils qui vont générer des mortalités pour les saumons par exemple beaucoup plus tôt, ce qui fait qu'ils n'ont pas forcément le temps d'aller rejoindre les zones de l'Allier où il fait un peu plus frais et où ils peuvent passer l'été. Donc, on a une partie du stock qui va mourir de chaud. Et puis, si je prends une autre espèce, les aloses, qui ont le même cycle que le saumon, elles supportent des températures un peu plus élevées, mais finalement, ce réchauffement va raccourcir le temps de migration. Donc, elles vont se reproduire, parce qu'il y a un seuil de 18 degrés qui fait qu'elles vont commencer à se reproduire. Mais en fait, elles vont se reproduire et il y a une partie de la population qui n'a pas eu le temps d'atteindre les zones de frayère. Donc elles vont se reproduire dans des endroits qui sont franchement pas, qui ne correspondent pas en termes de granularité des sédiments, vitesse de courant. Et donc, c'est de la... Enfin, je veux dire, ça fait pas, il n'y a pas de succès reproducteur, quoi. Les œufs vont pas forcément évoluer, ou les conditions pour les petites, elles sont pas bonnes, quoi. Voilà. Donc, ce réchauffement thermique, il est lié au changement global, mais il va être aussi lié, on y revient à
nos diminutions d'eau dans le cours d'eau dues à ces prélèvements qui sont importants, voire excessifs, sur certaines portions de cours d'eau. Oui, juste un mot pour dire que ça pose non seulement des problèmes au milieu aquatique, aux écosystèmes, ça pose des problèmes à EDF, puisqu'il y a l'eau est de plus en plus chaude dans les cours d'eau, réchauffement climatique oblige, prélèvement important, notamment pour l'agriculture, moins d'eau l'été, les étiages sont très sévères, ce qui fait que dans le règlement d'eau des centrales, il y a des périodes, mettons sous 4 heures, on ne peut pas réchauffer de tant de degrés la masse d'eau, etc. Et aujourd'hui, EDF essaye de s'imposer à l'administration pour réviser les règlements d'eau, parce que dès que la température augmente, ils sont obligés de baisser la production. Donc aujourd'hui, il y a une forte demande en été avec les climatisations, etc. Donc EDF est en train d'essayer de s'imposer à l'administration pour changer les règlements d'eau, pour justement essayer de pouvoir réchauffer encore un peu plus l'eau de la rivière en plein jour. Voilà. Merci beaucoup. Mais en tout cas, en vous écoutant, je prends toujours conscience à quel point il est important de pouvoir écouter les gens qui ont des connaissances sur le fleuve, notamment des connaissances scientifiques, des connaissances partagées. Donc, merci beaucoup pour le partage que vous avez fait aujourd'hui. Le sujet est vaste, donc bien sûr, on devra encore apprendre beaucoup.